Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver donc en compagnie de Floriane qui est avec moi à l'écran. Floriane Debord, donc qui est directrice de Peritus Formation. Donc c'est un organisme de formation, d'audit, de mise en conformité des professionnels des secteurs de l'assurance et de la banque, avec lequel Plus Simple est partenaire depuis 2019. Et donc moi, donc je suis Julie Carrier, je suis responsable grand compte sur la partie des métiers réglementés et de l'ORIAS. Et nous vous proposons au travers de ce webinaire un accompagnement concis avec les clés, les points de vigilance pour maîtriser les sujets clés de la conformité. Donc, nous vous partagerons pêle-mêle les conditions d'accès à la profession, ainsi que les sujets de capacité professionnelle pour vous, pour vos salariés, la déontologie, la régissant la profession, tout ce qui est en lien avec les obligations d'information et aussi de formation, le devoir de conseil et aussi les obligations en matière de réclamation client. Quelles sont les obligations, en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme et quelques pratiques dans le cadre de la protection des données personnelles. Donc ça, c'est bien évidemment des notions indispensables qui vont vous permettre d'exercer et de piloter sereinement vos activités en tant que dirigeant de cabinet, mais aussi d'anticiper et de vous préparer à un éventuel contrôle ACPR. Donc nous sommes ensemble une petite quarantaine de minutes et donc je tiens à vous préciser, vous l'avez vu, hein, vous nous avez salué sur le fil questions et réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans cette partie-là de l'outil Zoom. Hein. Florian y répondra bien évidemment. Et si on manque de temps, on vous reviendra pour apporter les précisions nécessaires. Et donc, je laisse la parole à Florian et je vous remercie encore une fois pour votre participation à ce webinaire. À toi, Florian. Merci Julie. Merci Julie et bonjour à tous. Donc, je suis Floriane Debord, Peritus Formation, comme l'a dit Julie tout à l'heure. Je suis directrice de Peritus et avant tout, je suis juriste. Enfin, avant tout, initialement, je suis juriste en assurance, juriste chargée de la mise en conformité des courtiers aussi. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que je vais intervenir aujourd'hui. Alors, je vais intervenir aujourd'hui en vous expliquant vos obligations, des obligations que vous connaissez très certainement, mais qui ne sont pas toujours concrètes pour vous. Et puis, en faisant un focus dans une deuxième partie sur les contrôles ACPR. En ce moment, il y a de nombreux contrôles, on le sait, et c'est vrai qu'on me demande souvent beaucoup de choses par rapport au contrôle ACPR. Alors, comme l'a dit Julie, vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions dans le QR. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure de la formation, de sorte à dynamiser les choses aussi, et puis aussi rester près de votre ordinateur parce que on vous a préparé des petits sondages et on vous invitera aussi à répondre à des questions. Je ne vois pas pourquoi il y aurait que nous qui répondrions à des questions. Donc, on vous a préparé aussi des petits sondages qu'on vous fera défiler tout au long de la formation. Alors, concernant justement les obligations des courtiers en assurance, tout ça, ça fait partie de la conformité. C'est vrai que la conformité, c'est un gros mot. J'aurais tendance à dire un gros mot. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui fait peur, hein, un mot dont on n'a pas envie de se soucier et globalement, un mot qui ne paraît pas toujours très concret. Et pourtant, vous exercez une profession réglementée. Quand je dis vous, c'est-à-dire tous les courtiers en assurance, tous les distributeurs en assurance exercent une profession réglementée. Qu'est-ce que c'est qu'une profession réglementée? Là-dessus, on n'a pas de réponse dans le code des assurances, on n'a pas de réponse légale et réglementaire. On sait par contre qu'une profession réglementée, c'est une profession qui a des conditions d'accès et ou des conditions d'exercice qui sont spécifiques à la profession. Vous n'êtes pas les seuls à exercer des professions réglementées. Je prends des professionnels de la médecine, par exemple. Ce sont des professions réglementées. Moi, je préfère personnellement être opéré par un chirurgien qui a du coup répondu à des conditions d'accès plutôt que par un boucher. Au choix, c'est mieux, quand bien même les deux pourraient être, pourquoi pas, cumulables. Dans tous les cas, la distribution d'assurance est une activité réglementée, ce qui signifie en d'autres termes que vous avez des conditions d'accès à respecter et des conditions d'exercice spécifiques à votre profession. J'oublie pas néanmoins le fait que, en plus de ces conditions spécifiques, vous devez respecter bien évidemment le droit commun. Le droit commun, ce serait tout ce qui va être relatif en fait au droit des sociétés, comme par exemple l'obligation d'immatriculation sur le registre du commerce et des sociétés, ou encore ce qui peut être relatif au droit social si vous avez des salariés, ce qui peut être encore relatif au code de la consommation, etc. Là, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est les conditions d'accès spécifiques et les conditions d'exercice qui sont aussi spécifiques à la profession. Sur les conditions d'accès spécifiques à la profession, il n'y a pas grand-chose à dire, entre guillemets, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes tous oriacés, donc vous savez concrètement
que vous avez l'obligation d'immatriculation en RIAS. Cette obligation d'immatriculation en RIAS qui est soumise à 5 conditions dorénavant, la capacité professionnelle, l'honorabilité, la responsabilité civile professionnelle, donc s'assurer chez Plus Simple, c'est mieux, ainsi que pour la garantie financière. Et puis enfin, cette notion aussi d'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée par la CPR. C'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que pour renouveler votre immatriculation en RIAS au 31 décembre de l'année dernière, vous avez dû adhérer à une association professionnelle. Elles sont au nombre de 6 ou 7, je ne sais plus, et vous pouvez choisir librement cette association. Cette association, son rôle, ça va être notamment de vérifier que vous avez bien respecté certaines des obligations. Je n'ai pas fait de slide là-dessus, mais concrètement, elles sont au nombre de 5. On va venir vérifier l'honorabilité du personnel. On va venir vérifier la capacité professionnelle du personnel aussi, puisque sinon, c'est l'ORIAS qui vérifie. Que la garantie RC soit OK et conforme aux activités telles que déclarées. Que le montant de la garantie financière soit OK aussi. Et la formation continue, dans le cas des formations continues DDA et puis potentiellement DCI si on a aussi des courtiers en prêt. On me pose une question, Jean-Pierre. Est-ce qu'une garantie financière n'est pas une réelle obligation s'il n'y a pas d'encaissement? En effet, la garantie financière, elle vise à couvrir les personnes qui encaissent, y compris occasionnellement, des fonds confiés hors mandat. Ce qui signifie que concrètement, si par exemple, je n'encaisse jamais de fonds confiés hors mandat, normalement, je n'ai pas à souscrire de garantie financière. Cela étant, on se rend compte qu'on a un certain nombre de partenaires et de fournisseurs qui, quand bien même vous n'encaissez jamais de fonds confiés, vous demandent de souscrire une garantie financière. Légalement, ça signifie qu'en gros, vous n'êtes pas censé le faire parce que l'article L516, L512-7 du Code des assurances vous indique pas de le faire. Par contre, un fournisseur peut vous imposer malgré tout de souscrire cette garantie pour ouvrir des codes ou encore une fois les maintenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça concerne l'intermédiaire. Par contre, quelque chose qui est souvent reproché aux courtiers, c'est qu'ils ne font pas forcément toujours attention, entre guillemets, aux capacités professionnelles et à l'honorabilité de leur personnel. Je m'explique. Ces personnes-là, à partir du moment où ils exercent des actes de distribution, doivent respecter la bonne capacité professionnelle, niveau 1, niveau 2, niveau 3, que l'on obtient par diplôme potentiellement, par livret de stage, les fameux 150 heures notamment, ou par expérience professionnelle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous devez vérifier aussi en tant qu'employeur l'honorabilité de votre personnel. Donc ça, ce sera checké par l'association professionnelle au moins une fois tous les 5 ans. Bon, on n'a pas encore de recul là-dessus sur les moyens de vérification. Dans tous les cas, vous êtes obligé quand même de vérifier ça dans le cadre de vos conditions d'accès. Sur les conditions d'exercice. Les conditions d'exercice, je ne vais pas les détailler. Cela étant, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'elles sont nombreuses. Oui, c'est vrai. Elles sont nombreuses dans la mesure où vous avez l'obligation dans votre processus commercial, dans vos processus aussi de conformité, de mettre en place des process pour respecter ces conditions d'exercice. Enfin, un cas très concret, concrètement, vous allez devoir écrire des procédures en matière de lutte contre le blanchiment, en matière de réclamation, etc. Concrètement, ces conditions d'exercice, elles tournent autour de la protection de la clientèle globalement. Quand je dis globalement, c'est-à-dire que quand on parle de déontologie, c'est-à-dire de transparence, d'absence de conflit d'intérêt, quand on parle d'obligation d'information sur le distributeur à travers un document d'entrée en relation, quand on va parler de devoir de conseil, quand on va parler du fait que vous avez des obligations d'information sur le contrat, et aussi le fait que vous devez systématiquement et obligatoirement avoir un service interne de réclamation, tout ça, c'est de la protection de la clientèle. Cette protection de la clientèle, elle doit être, je dirais, la genèse, l'objectif suprême, et c'est ce que vous allez devoir prouver aux clients, à savoir, pas aux clients, aux acteurs dont je vais parler tout à l'heure, à savoir, je fais en sorte de protéger la clientèle à travers tous les mécanismes que j'ai mis en place. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, en plus de ça, vous avez l'obligation de participer à la lutte contre le blanchiment et au gel des avoirs. La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ça fait partie des choses qui sont imposées aux courtiers en assurance, quels qu'ils soient, qu'ils encaissent ou non des fonds, qu'ils fassent ou non de l'assurance vie ou pas, parce qu'en assurance IRD, on a aussi des cas de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
C'est quelque chose qui donc s'impose à vous et que vous devez respecter, non pas au titre de la protection de la clientèle comme les enjeux dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais au titre du fait que les États considèrent à juste ou pas à juste titre dans tous les cas que il doit y avoir une coopération inter-États et aussi une coopération de certains acteurs, de certaines entreprises pour participer à la lutte contre le blanchiment. Le gel des avoirs, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est une obligation dont on parle de plus en plus depuis que Vladimir a décidé de faire n'importe quoi avec un pays qui était censé être son ami, on va dire. Et en fait, votre obligation, elle repose sur le fait que vous avez l'obligation, ou plutôt l'interdiction, je dirais, de ne pas conclure de contrat avec des personnes qui sont soumises à un registre, enfin sur un registre du gel des avoirs. Donc tout ça, vous avez vu, deux types d'obligations, certaines qui protègent la clientèle et d'autres qui sont là pour participer à une lutte des États contre un certain nombre d'infractions. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que, outre ces obligations spécifiques à la profession, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ensuite la protection des données personnelles entre parenthèses, vous avez aussi des obligations communes. Pourquoi je l'ai mis en parenthèse? Parce que le RGPD, la protection des données, ça ne concerne pas seulement les courtiers, ça concerne en fait toutes les entreprises, donc courtiers ou pas courtiers. Je vois quelques questions, je vais me permettre d'y répondre. Alors, j'ai un salarié 2 heures par semaine pour du rangement administratif. Est-ce qu'il lui faut la capacité professionnelle et j'imagine l'honorabilité? À partir du moment où il fait que du rangement, le rangement, si c'est classer des dossiers quelque part ou du scan, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où on fait des actes de distribution d'assurance, on a cette obligation, et la distribution d'assurance, c'est quelque chose qui est entendu très largement, à savoir, dans la distribution, je vais y inclure le fait de faire des devis, le fait éventuellement de répondre à un mail, etc., de clients, ou le fait, encore une fois, de manager des gens qui vendent de l'assurance. À partir du moment où il n'y a pas de distribution, pas de capacité professionnelle, ni d'honorabilité nécessaire, par contre, quand il y a de la distribution, je dois absolument respecter les niveaux de capacité professionnelle classiques. En matière d'honorabilité, Claire, on a la possibilité en effet de demander le bulletin du casier judiciaire numéro 3 ou encore de faire signer tous les ans une attestation d'honorabilité, qui est une attestation d'honorabilité sur l'honneur. Et dernier point, Léonie, en effet, l'adhésion à un médiateur se fait par l'association professionnelle à laquelle vous avez adhéré. C'est elle qui vous donne accès au médiateur. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, moi je vois très souvent sur les documents d'entrée en relation dans le cadre de l'obligation d'information sur le distributeur, des cas où on me dit mon médiateur, c'est la médiation de l'assurance. La médiation de l'assurance, en effet, dans la grande majorité des cas, c'est votre médiateur dans la mesure où c'est India ainsi que votre asso, je crois, qui vous fournit la médiation de l'assurance. Attention, certaines associations, comme par exemple la CNCEF ou la FIB, ce sera un autre médiateur, donc faites bien attention aux informations que vous donnez à vos clients à ce niveau-là. Comme je le disais tout à l'heure, vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre au fur et à mesure, et c'est à moi de vous poser une petite question. Une question, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Comment vous estimez votre niveau de conformité? Et en attendant, ça me permet de pouvoir répondre aux éventuelles questions. Je vous laisse quelques petites minutes. Alors, sur la réponse de Sébastien, sur la question de Sébastien, si j'ai un poste administratif qui consiste en l'envoi de mails, attestation, carte verte, pas de négociation avec le client, est-ce nécessaire? On est dans la gestion de contrat d'assurance. Il vaut mieux, en effet, parce que ça peut toujours déborder vers un acte de distribution et c'est constitutif d'un acte de distribution. Il vaut mieux faire en sorte que cette personne ait la capacité professionnelle. Concernant Jean-Pierre, qui me demande tout simplement comment on fait quand on a un certain nombre d'assureurs, notamment en matière de transmission de données sensibles qui ne respectent pas le RGPD, est-ce que c'est ma responsabilité? Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'en effet, vous avez des responsabilités qui vous appartiennent. Chaque entreprise a ses propres responsabilités. Et à partir du moment où vous êtes responsable des données personnelles que vous traitez, c'est à vous de faire respecter tout ceci.
Alors, on a beaucoup de gens humbles, c'est formidable, hein. C'est formidable. Toujours est-il que vous m'auriez tous dit que vous étiez des cadors, je ne vous aurais pas cru. Globalement, en effet, on se rend compte que les courtiers ne sont pas en conformité. Alors, ce n'est pas une critique, hein, ça s'entend, vous n'êtes pas tous juristes, ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'énergie et puis aussi un peu d'argent aussi quand on fait faire sa conformité. Toujours est-il que le but, hein, et ça je le précise et c'est important, le but c'est de faire en sorte de s'approcher au maximum, parce qu'on ne peut jamais être à 100% en conformité, de s'approcher au maximum, notamment des enjeux de la protection de la clientèle. Si vous avez à un moment donné un contrôle, on va en parler tout à l'heure, de contrôle ACPR, et que vous prouvez, et que vous arrivez tout simplement à dire de bonne foi que vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de répondre aux enjeux réglementaires et légaux, normalement, ça devrait bien se passer. Il faut essayer de mettre en place les choses au fur et à mesure et de mettre en place les choses aussi de manière pragmatique par rapport à votre activité. Tous les courtiers, quelle que soit leur taille, quels que soient les produits d'assurance qu'ils distribuent, doivent respecter les conditions d'accès et les conditions d'exercice de la même manière. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis tout seul et que je suis un petit courtier que j'ai moins d'obligations. Le seul cas où il y a en effet un seuil, c'est dans la lutte contre le blanchiment. Dans la lutte contre le blanchiment, on a une forme de différence entre les courtiers qui ont plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel et les courtiers qui ont moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ça ne veut pas dire que les courtiers qui ont moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel n'ont rien à faire. Les courtiers qui ont plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel doivent cependant faire en plus une classification des risques, écrire une procédure et former leur personnel tous les ans sur la lutte contre le blanchiment. Mais tout le monde, quelle que soit leur taille, quel que soit le type de produit que l'on distribue, doivent en fait respecter le même type d'obligation. Alors là-dessus, sur le type d'obligation, sur les obligations légales et réglementaires, moi, ça fait quand même un certain nombre d'années aujourd'hui que je fais que Peritus existe, que j'ai la chance de pouvoir échanger très régulièrement avec des courtiers. Et très souvent, on me pose des questions et parfois, je me dis, mais c'est dans la réglementation. Au début, c'était ce que je me disais. Sauf qu'en fait, dans les faits, on a un consortium de règles. Ce consortium de règles, on va en trouver dans le Code des assurances, on va en trouver dans les lignes directrices ou dans les recommandations de la CPR, on peut en trouver aussi sur le site de la CNIL. Et ce consortium de règles, il n'est pas toujours très clair, je vous l'accorde. Et moi-même, en tant que juriste, je me suis parfois retrouvée avec des lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment qui font 67 pages, c'est celles de la CPR, qui sont censées être pédagogues, j'ai bien censé, qui ne le sont pas vraiment, et en me demandant à la fin de la lecture ce que je devais quand même faire. Et ça, c'était toute la détresse que l'on pouvait avoir en tant que juriste en assurance, il y a même 15 ans, quand on n'avait pas justement toutes ces choses qui pouvaient nous aider à mettre en place la conformité. C'est la raison pour laquelle, en fait, avec Plus Simple, on s'est interrogé en début d'année, je crois, Julie, sur comment on pourrait faire pour aider les simplifieurs. Et on a du coup rédigé un livre blanc qui est dédié à la mise en conformité des courtiers. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas nécessairement beaucoup développé tous les points qu'on a vus ensemble. Vous allez pouvoir retrouver toutes les réponses à vos éventuelles questions sur ce livre blanc que vous pouvez télécharger sur votre extranet Simplifieur. Je vous invite à le faire pour ceux et celles qui ne l'ont pas déjà fait. Et ça vous permettra de pouvoir, normalement, de manière didactique, comprendre mieux les détails que je ne vous ai pas donnés concernant la mise en conformité. Voilà, voilà. Cette mise en conformité, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que bien évidemment, si vous avez des obligations, on a des acteurs qui veillent au respect de ce cadre légal. C'est important. Si par exemple, on nous dit tu es obligé de faire ça, mais qu'on ne te donne pas de sanction, globalement, on ne le fera pas. Je dirais que c'est humain, je dirais presque que c'est français, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est assez factuel. Au niveau de ce respect de ce cadre légal, différents acteurs interviennent en assurance. Vous allez tous me parler de la CPR. Et la CPR, c'est important. La CPR, c'est le gendarme du secteur. La CPR, en tant que gendarme du secteur, c'est celui qui peut vous contrôler, c'est peut-être celui qui peut vous sanctionner, voire même vous interdire d'exercice. La CPR va venir regarder tout ce qui est en rapport en fait avec la protection de la clientèle, la lutte contre le blanchiment, j'en parlerai tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier aussi que la CNIL intervient en matière de protection des données personnelles. Quand elle intervient en matière de protection des données personnelles, elle intervient pour votre société, c'est-à-dire les distributeurs d'assurance, mais elle peut aussi intervenir pour n'importe quel type de société autre que des distributeurs d'assurance. Je vous rassure,
La CNIL, elle a 3,5 millions d'entreprises à venir contrôler. Elle a plutôt tendance à aller vers des Facebook, des Twitter que des courtiers d'assurance. Toujours est-il que vous avez quand même des obligations en matière de RGPD, en matière de protection des données personnelles, et que votre but et votre rôle, c'est d'éviter et de prévenir les risques de violation des données personnelles. Deuxième autorité administrative qui s'intéresse au secteur de l'assurance, la DGCCRF. La DGCCRF, c'est aussi, à l'instar de la CNIL, une autorité administrative qui s'intéresse à tout type d'entreprise, notamment en matière de concurrence, en matière de transparence, en matière de bonnes techniques de commercialisation. Donc, elle s'intéresse aussi à la protection de la clientèle. Et en ce qui concerne la DGCCRF, excusez-moi, elle s'est beaucoup intéressée soit au contenu des contrats, notamment à travers des choses en matière de clauses abusives. Est-ce que tel contrat d'assurance, telle condition générale ont des clauses abusives? Et puis, bien évidemment, de démarchage téléphonique et de vente à distance. C'est vraiment l'objectif de la DGCCRF. Autre chose, outre la CPR, qu'il ne faut pas oublier, c'est Monsieur Juge. Alors, Monsieur Juge, moi, j'ai décidé de de mettre mon petit péricien sur un petit fond orange. Comme ça, elle a l'air très sympa. Mais bon, le juge intervient en cas de sanction pénale. Mais bon, contre les courtiers, sauf à être des escrocs, normalement, il n'y a pas trop de problème. Et puis, de mise en cause de votre responsabilité civile. La mise en cause de votre responsabilité civile, vous pourriez me dire, c'est pas grave, moi, je suis assurée chez Plus Simple, tout va bien. Non. La mise en cause de votre responsabilité civile, elle fait suite à une assignation. Cette assignation, elle résulte très souvent d'un client, elle peut résulter d'autres personnes, mais bon, très souvent d'un client ou de quelqu'un qui pourrait avoir intérêt à agir. Et outre le fait que même si vous êtes assuré, il faut comprendre le fait que si vous avez une assignation, une mise en cause de votre responsabilité civile, ça va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, un peu d'argent aussi à travers des franchises. Et quand bien même vous êtes protégé, il y a aussi un risque d'image qu'il ne faut pas oublier. Donc, je vais vous poser une petite question. Deuxième question. Avez-vous plus peur de la CPR ou du juge? J'en profite en même temps pour lire les réponses. Est-ce qu'il y a une sanction s'il manque une ou 2 heures de formation obligatoire sur une année à un collaborateur? Alors, la sanction, on ne va pas vous mettre en prison, on ne va pas vous interdire d'exercer à cause d'1 ou 2 heures. Il y a une forme de tolérance qui va s'opérer. Toujours est-il que s'il manque 1 ou 2 heures, vous ne respectez pas vos obligations, ni légales, ni contractuelles, puisque ne pas oublier que vos protocoles de courtage indiquent cette obligation-là. À partir de là, concrètement, on pourrait imaginer une sanction. Bon, on a d'autres chats à fouetter que 1 ou 2 heures. Néanmoins, c'est aussi un bon indicateur. C'est-à-dire, si vous manque 1 ou 2 heures, pourquoi il vous manque 1 ou 2 heures? Soit vous ne saviez pas, soit vous n'avez pas eu le temps, soit vous n'avez pas voulu consacrer ce temps-là. Et si vous avez d'autres problématiques en matière de conformité que cette 1 ou 2 heures, vous indiquez quand même potentiellement aux autorités de contrôle ou aux fournisseurs avec lesquels vous travaillez que vous ne respectez pas cette réglementation pour quelque chose qui est dit assez simple. Donc, moi, je vous invite à compléter ces heures-là si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on me pose d'autres questions. Je vais y répondre à peu près au fur et à mesure. Ça me permet de laisser les personnes répondre à ce petit questionnaire. En quoi vous êtes concerné, Jean-Luc, par la lutte contre le blanchiment dans l'assurance IARD? Ça n'a aucun rapport avec l'espèce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lutte contre le blanchiment a pour objectif d'éviter le blanchiment des capitaux. On peut blanchir des capitaux avec une assurance IARD. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner là tout de suite, c'est j'achète une voiture en espèces à un particulier, j'ai totalement le droit de le faire. Cet argent est issu du trafic de la drogue. Imaginons, j'ai acheté ça 5 000 euros. Possibilité 1, je suis un petit escroc, un moyen escroc, et je décide de vendre cette voiture contre un chèque de banque. Vous, en tant que courtier, vous allez pouvoir le voir parce que peut-être que quelqu'un va venir assurer 18 voitures dans l'année à chaque fois très, très rapidement alors qu'il est tout seul. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, je suis sur un escroc un peu plus gros, la voiture, elle brûle. La voiture, elle brûle et on a blanchi des capitaux dans la mesure où l'assureur vous aura donné le nécessaire à ce niveau-là. Une association qui vous oblige à former un salarié en matière de marketing, je ne sais pas si les choses ont été bien comprises à ce niveau-là. Toujours est-il que
Tout dépend aussi de ce qu'on appelle marketing, c'est-à-dire que est-ce que ce marketeur, entre guillemets, va faire des communications commerciales sur des produits d'assurance? Encore une fois, il y a une forme de tolérance ou d'appréciation stricte, et parfois on a des associations aussi qui peuvent se tromper. J'essaie de regarder les choses au fur et à mesure. Ok. J'ai beaucoup de questions et je pense que On je... pourra les reprendre, hein, Floriane, les questions, et on vous partagera les réponses comme on a pu le faire sur les précédents webinaires. Ok. L'idée étant Mais aussi, ça me c'est... va, je vais pouvoir y répondre aussi, mais ça te parce que... va? Ouais, ouais. Alors, avez-vous plus peur de la CPR ou du juge? Ah, on a quand même des Captain America. Bon, globalement, on a peur des deux, c'est bien. Et c'est vrai que souvent, on me dit la CPR plutôt que le juge. Moi, je sais que si j'étais à votre place, j'aurais plutôt peur du juge. C'est vrai que j'ai travaillé pour un courtier aussi, on a eu des mises en cause, on n'a jamais eu de contrôle ACPR. J'accompagne des courtiers comme vous, de toute taille, dans le cadre de la conformité et dans le cadre aussi notamment de contrôle ACPR. Et justement, c'est ce dont j'aimerais vous parler là tout de suite. Pourquoi j'aurais plus peur du juge? Parce que même si j'ai une assurance RC Pro, déjà, en matière de nombre, j'ai beaucoup plus d'assignations, beaucoup plus de mise en cause que de contrôle ACPR. Tous les ans, alors que je suis en train de parler de la Cour de cassation, c'est-à-dire la haute cour qui n'intervient que très rarement, on a entre 300 et 500 arrêts de la Cour de cassation qui concernent l'assurance. Dans ces 300 ou 500 arrêts, tous ne concernent pas la mise en cause de la responsabilité civile des courtiers. Je vous rassure. Toujours est-il qu'on en a. Et on en a finalement bien plus que des contrôles ACPR. C'est la raison pour laquelle, d'une part, en matière de nombre, j'aurais quand même peut-être plus peur du juge que de l'ACPR. Deuxième point, le juge est encore plus protecteur du client que l'ACPR. Le rôle de l'ACPR, en effet, un des rôles de l'ACPR, en plus de veiller à la lutte contre le blanchiment et au gel des avoirs, ça va être de veiller en fait à cette notion de protection de la clientèle. Toujours est-il que la CPR a fait 101 contrôles en 2022. 101 contrôles, je vous rappelle que vous êtes 26 000 courtiers, 30 000 mandataires, enfin vous étiez en 2022 26 000 courtiers, 30 000 mandataires et 11 000 agents, je crois, sans compter les CIF. D'ailleurs, j'ai Catherine qui me dit en étant CIF, on est au plus proche de la conformité. Oui, parce qu'en effet, les CIF sont contrôlés depuis beaucoup plus longtemps par une association professionnelle qui a encore plus de rôle que l'association professionnelle dans le cadre de l'autorégulation du courtage. Donc déjà, j'ai 101 contrôles sur très peu de cours, sur un nombre quand même assez gros. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas avoir peur de la CPR, mais je suis en train tout simplement de vous dire attention aussi aux mises en cause de votre responsabilité civile. D'autant plus que ces mises en cause de votre responsabilité civile, elles résultent principalement du devoir de conseil, un devoir de conseil qui n'est pas toujours bien formalisé chez les courtiers en assurance, qui n'est pas toujours formalisé du tout d'ailleurs par expérience, et vous êtes responsable de la charge de la preuve en matière de devoir de conseil. Ça signifie quoi être responsable de la charge de la preuve? Ça veut dire qu'en cas de mise en cause de votre responsabilité civile, ce qui va se passer, c'est que ce sera à vous de prouver que vous avez bien conseillé. Ce qui signifie qu'en fait, le nombre de mises en cause est beaucoup plus fréquente que le nombre de contrôles ACPR, premier point. Et deuxième point, le nombre de sanctions, c'est pas 1% ou 2% ou 5% comme dans le cas des contrôles ACPR, mais c'est, j'ai pas les pourcentages parce que c'est impossible de les avoir, mais c'est une grande majorité de décisions qui vont vers des sanctions civiles quand ça passe par le juge ou même quand il s'agit d'une transaction. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même s'il faut qu'on... Moi, je vous conseille vraiment d'anticiper le contrôle. Anticiper le contrôle ACPR, pourquoi? Parce que ça veut dire tout simplement faire en sorte de se mettre en conformité. C'est important d'essayer de préparer des éléments à montrer au cas où à la CPR. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que la CPR ne va pas venir frapper à votre porte. C'est pas possible. La CPR, s'il se déplace, vous enverra une notification de contrôle. S'il se déplace ou s'il faut un contrôle sur pièce d'ailleurs, peu importe. Cette notification de contrôle, elle intervient à minima 15 jours avant le début du contrôle. Cette notification de contrôle, elle a aussi pour intérêt de vous expliquer sur quoi va porter le contrôle. Une fois que j'ai reçu cette notification de contrôle,
À moi de faire ce que me demande la CPR, à moi déjà de donner parfois des documents en amont même de ce contrôle. Après la notification de contrôle et après le contrôle sur pièce ou sur place, j'aurai cette phase contradictoire où je vais recevoir ce rapport de contrôle. Ce rapport de contrôle auquel j'ai un droit de réponse. Et je vous invite d'ailleurs à répondre, parce que le rapport de contrôle, pour en avoir vu plein, ils sont rarement vierges. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, j'ai bien pris conscience que, et voilà ce que j'ai mis en place. D'accord? Ne pas oublier néanmoins que quand bien même vous n'auriez pas de procédure disciplinaire, à partir du moment où, dans mon rapport de contrôle, j'ai des choses un peu caïcaon, très souvent, la CPR revient quelques années plus tard. Voilà, je reprends mon souffle, excusez-moi. Une des questions qu'on me pose souvent, c'est sur quoi peut porter un contrôle ACPR. Alors, vous l'avez vu, si vous regardez à droite de votre écran, sur quoi peut porter un contrôle ACPR? Finalement, sur toutes les thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vous ai pas parlé de gouvernance produit, c'est-à-dire la fameuse POG, mais ça peut aussi, pour les courtiers grossistes et ceux qui co-conçoivent des produits d'assurance, ça peut porter sur la gouvernance produit. Toujours est-il que le contrôle ACPR, finalement, il porte sur toutes les conditions d'accès et toutes les conditions d'exercice du courtier hors protection des données personnelles. Pourquoi? Parce que la protection des données personnelles, c'est exclusif à la CNIL. Mais l'ACPR peut décider soit de venir tout contrôler, ou soit décider de venir contrôler simplement une ou plusieurs thématiques. Alors, là-dessus, les rapports ACPR publiés chaque année nous indiquent des choses. On sait par exemple qu'en 2021, la CPR a contrôlé une cinquantaine de courtiers et d'agents sur la notion de formation continue. Est-ce que oui ou non, vous avez bien respecté vos obligations en matière de formation continue? Et on l'a vu, on n'a pas eu de sanction pour 1 ou 2 heures manquantes. Cela étant, mon rapport de contrôle, il n'est pas vierge à partir du moment où il manque 1 ou 2 heures. Donc, potentiellement, j'aurai un autre contrôle ACPR derrière. Ça, c'était il y a 2 ans. Oui, 2021, il y a 2 ans. Cette année, la CPR s'intéresse particulièrement aux obligations d'information et aux obligations de devoir de conseil. Moi, j'ai un courtier actuellement en cours qui est en cours de contrôle à ce niveau-là, d'une part, et puis j'en ai eu 3 cette année qui ont eu ce thème-là. Donc, en fait, ça, c'est la thématique de la CPR actuelle. Ça dure depuis presque 1 an, je dirais. Elle s'intéresse aux obligations d'information et aux devoirs de conseil. Alors là, j'entends déjà votre question. Qu'est-ce que demande la CPR? Qu'est-ce que demande la CPR quand elle s'intéresse à ça? C'est-à-dire que la CPR, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, la CPR va systématiquement demander des données administratives et financières. En gros, la CPR souvent vous demande votre CABIS, votre attestation ORIAS, va vous demander aussi bien évidemment vos bilans, puisqu'on a besoin parfois de savoir d'où viennent vos ressources, etc. La CPR peut aussi vous demander des éléments concernant les fournisseurs. Je vais vous en parler tout à l'heure. Concernant votre chiffre d'affaires, comment il est réparti entre particuliers et professionnels, comment il est réparti entre assurance de personnes, non-vie, assurance de vie, assurance vie, et puis assurance IRD. Et puis, la CPR, dans le cadre justement de ce que je vous disais, des obligations d'information et de conseil, vous demande souvent les 10 derniers dossiers que vous avez réalisés. Ça, c'est uniquement dans ce cadre-là, c'est-à-dire des obligations qui se passent actuellement. Et puis, comment vous transmettez les informations précontractuelles? Alors, je vais vous montrer quelque chose que je ne vous donnerai pas, qui est, comme vous le voyez sur l'écran, je pense que l'écran a dû changer, qui est quelque chose que m'a donné un client qui actuellement, qui a eu un contrôle ACPR justement sur ce que je vous disais, et qui vient illustrer ce que je vous dis. C'est-à-dire que l'ACPR, au moment de la notification de contrôle, a tout simplement demandé au client des éléments quantitatifs par rapport au côté bilan, au côté compte de résultats, etc. Des éléments par rapport aux principaux partenaires fournisseurs. Là, le but de la CPR à ce moment-là, c'est de venir voir aussi qu'il y ait une bonne répartition et regarder éventuellement les conflits d'intérêts. Des éléments par rapport au chiffre d'affaires par type de clientèle, donc la répartition du chiffre d'affaires dont je vous parlais tout à l'heure. Petite parenthèse, je vous invite, outre le fait que pour des questions en matière de RGPD, c'est quand même mieux d'avoir un logiciel. Le logiciel de courtage vous permettra de faire ça beaucoup plus facilement qu'un tableur Excel. Des éléments aussi par rapport à la répartition selon le type de contrat. Et puis enfin, la CPR demande des questions, pose des questions. Comment
vous transmettez les obligations d'information précontractuelle. Comment vous faites aussi pour les remettre? Et comment vous faites aussi pour les prouver? Ça, c'est important. D'accord? Ça fait partie des questions que pose la CPR. Il y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Encore faut-il connaître la réglementation, vous me direz. Et c'est important à ce moment-là de pouvoir y répondre correctement. La CPR, cela dit, quand bien même il y a des petits couacs, j'ai une courtière d'ailleurs qui a eu un rapport de contrôle qui n'était pas vierge parce qu'elle ne remettait pas de documents d'entrée en relation, enfin, il y avait des petits éléments comme ça, ne sanctionne pas systématiquement. Au contraire, la CPR, dans ses rapports de contrôle, vous indique quand même, est assez pédagogue. Il vous dit, bon, mais voilà, ça ne va pas, et il aurait fallu faire ça comme ça. C'est la raison pour laquelle vous devez y répondre en disant, voilà, j'ai bien pris note qu'il fallait donner un document d'entrée en relation contenant notamment, si par exemple on vous reproche le fait de ne pas voir indiquer la nature de la rémunération, contenant notamment la nature de la rémunération, et maintenant je le fais et 6 juin. La CPR va pouvoir venir contrôler que vous réalisez bien ces éléments-là ou pas. D'accord? Je vais vous poser une petite question. On arrive sur la fin du webinaire. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà eu un contrôle ACPR? En même temps, moi, ça me permet de pouvoir répondre aux questions, euh, aux questions éventuelles et éviter de m'étouffer. Excusez-moi. La capacité professionnelle pour un salarié de quelques heures consiste à quoi plus précisément? Je ne comprends pas la question. J'imagine pour un salarié en temps partiel, peu importe, temps partiel ou temps complet, même capacité professionnelle. Monsieur Granger, je suis seule, zéro papier, j'habite au-dessus de mon bureau, je déplace mon PC en lieu privé le week-end. En quoi consiste mon obligation RGPD? Un peu compliqué à répondre comme ça, puisque quand on parle de conformité RGPD ou conformité ACPR, on doit voir les choses dans un ensemble. Le but, c'est d'éviter les risques de violation. Éviter les risques de violation, on ne peut pas tout éviter, ce n'est pas possible, je vous l'accorde. Toujours est-il que ce qu'il faut, c'est que le lieu de stockage du PC soit un minimum sécurisé. En gros, on ne laisse pas dans sa voiture, mais ça, c'est du bon sens. Il faut aussi que quelque part, normalement, dans un PC, parce qu'on peut vous le voler ou parce qu'il peut brûler ou parce qu'il peut tout simplement tomber en panne, il n'y ait pas de données. Donc, il faut avoir des sauvegardes et que ces sauvegardes, bien évidemment, elles soient suffisamment sécurisées pour éviter les risques de cyberattaque notamment. Pour un alternant que je vais former, je dois également me mettre en conformité immédiatement. Tout dépend de la... Alors, j'imagine que vous parliez de conformité en matière de capacité professionnelle et d'honorabilité. Si l'alternant fait une filière assurance, on imagine, mais j'ai bien qu'on imagine parce qu'on n'a pas de certitude à ce niveau-là, il n'y a pas de jurisprudence, on imagine que la formation continue, par exemple, elle se fait à ce moment-là parce qu'il est encore en études. Par contre, sur la formation initiale, il faut qu'il respecte le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3. Pour quelqu'un, par exemple, qui fait des devis et qui est simplement, entre guillemets, et qui est soumis, entre guillemets, ou qui est sous la responsabilité de quelqu'un qui a un niveau 1 en RIAS, on peut imaginer qu'un niveau 3 pourrait suffire s'il ne signe pas des contrats d'assurance seul. Le niveau 3, il s'obtient par une formation d'une durée suffisante. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est une formation d'une durée suffisante, donc inférieure aux 150 heures, et qui est adaptée au contrat d'assurance. Par contre, pour quelqu'un qui va vendre des contrats d'assurance, il lui faut un niveau 2, et ce niveau 2, c'est les 150 heures, un BTS assurance, banque finance, ou alors une expérience professionnelle suffisante. Je réponds aux questions au fur et à mesure, et donc du coup, j'arrivais justement sur la fin de ce webinaire. Donc, j'ai 9 personnes qui ont eu un contrôle ACPR sur les 108 personnes qui ont répondu. Ce n'est pas une légende urbaine. Peu importe d'ailleurs la taille du courtier. Moi, j'ai des courtiers qui sont tout seuls, qui ont été contrôlés, des gros courtiers aussi. Peu importe la taille du courtier, peu importe le lieu aussi. Néanmoins, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de contrôle ACPR parce que peut-être qu'ils sont de plus en plus, je dirais, documentés où on en fait où on en parle de plus en plus. Julie, j'arrive sur la fin, moi, de ce que j'avais à présenter. Je vais quand même répondre aux petites questions puisqu'il est 56 et j'ai encore 4 minutes. Oui, il nous reste un petit peu de temps. Il ne faudrait pas générer de la frustration, même si on reviendra au cas où par mail à ceux Exactement. Je qui vais ont posé avoir des le questions. vous avez à la fin, on va vous transmettre le support en même temps que le replay, je vous rassure à ce niveau-là. Vous avez aussi nos coordonnées sur lesquelles vous pouvez nous joindre si besoin.
ainsi que nous vous invitons chacun et chacune à suivre, grâce à ce QR code, nos pages LinkedIn sur lesquelles on donne des informations assez fréquemment, que ce soit vous, plus simple, ou nous, Peritus, des informations qui peuvent intéresser les courtiers, notamment en matière de conformité nous concernant. Je vous invite à poser vos questions sur le QR si besoin. Moi, je vais continuer à y répondre si c'est OK pour toi, Julie, si j'ai quelques minutes. Je t'en prie, j'œuvre aussi dans l'ombre à l'écrit. Ok, très bien. Alors, concernant les données sensibles, notamment la CNI, doit-on vraiment les conserver ou bien si on a un numéro de CNI? Alors, la carte d'identité n'est pas une donnée sensible. Les données sensibles du RGPD, qui concernent l'assurance. Ça va être des données liées à la santé ou aux infractions pénales. La carte d'identité, c'est une obligation que vous devez avoir dans le cadre de votre obligation de vigilance, notamment en matière de lutte contre le blanchiment. Et oui, vous devez conserver ces données pendant la durée de conservation nécessaire. Non, Claire, on ne peut pas prendre quelqu'un en micro-entreprise pour ce type d'activité si elle n'est pas oriacée. Voilà, c'est pas possible. Léonie, quelle est la checklist de documents à remettre au prospect et celle à remettre au client? Peu importe prospect ou client, ça va être la même. Document d'entrée en relation, ça, c'est déjà le préalable. Au moment du devis, je remets la proposition d'assurance, les conditions générales ou notice d'information, l'IPID et la formalisation du devoir de conseil. Je remets ça au moment du devis. À partir du moment où j'ai signé le contrat, les CP, bien évidemment, c'est-à-dire conditions particulières. Ne pas oublier aussi que s'il y a des conventions spéciales, aussi appelées intercalaires, je dois les remettre au moment du devis. Solzik nous demande si les 15 heures peuvent être comptabilisées auprès de plusieurs organismes. Totalement. Des webinaires qui comptent dans la DDA, oui, c'est possible aussi. Pour un alternant que je vais former, je dois également me mettre en conformité immédiatement. Ça, j'ai déjà répondu à la question. Le devoir de conseil s'applique pour les particuliers et les professionnels. Oui, en effet, le devoir de conseil est général. Il s'applique pour toutes les parties, tous les contrats. Attention d'ailleurs, on a toujours tendance à penser que le professionnel est plus risqué. Non, le juge appréciant le devoir de conseil de manière in concreto, c'est-à-dire en fonction des capacités intellectuelles de la personne. Souvent, le particulier est plus dangereux, entre guillemets, que les professionnels. Ça ne veut rien dire, c'est une généralité et donc une forme de préjugé. Mais on n'oublie pas de formaliser un devoir de conseil, y compris pour une garantie accident de la vie, voilà, qui est un contrat assez simple. Est-ce que j'ai un logiciel de suivi à vous conseiller? On me pose souvent cette question. Moi, quand j'ai commencé le courtage il y a 15 ans, on avait très peu de logiciels. On avait des choses du type Excalibur qui existaient et qui sont des logiciels, j'espère qu'on n'est pas écouté, qui sont des logiciels très bien, mais qui sont des usines à gaz pour les courtiers de proximité. Aujourd'hui, il existe des logiciels beaucoup moins chers et plus pratiques. Modulaire est assez complet. Vous avez, si vous faites de l'assurance de personnes, l'IA Protect aussi. Je vous dis ce qui me vient là. Un logiciel que je ne connais pas, j'ai quelques courtiers qui y sont, c'est Maya. On me parle aussi de Novanet. Voilà. Mais ce n'est pas du tout exhaustif. J'ai donc répondu à cette question-là pour les CRM. Certains produits d'assurance n'ont pas dit pas. Comment faire si le partenaire assureur ne les fournit pas car il n'est pas créé? Ah bah c'est pas bien. C'est pas bien, c'est de sa responsabilité, c'est la responsabilité du co-concepteur de le faire. Vous n'allez pas pouvoir dire à la CPR, bah, c'est pas créé. Et en même temps, vous allez vous retrouver dans une situation compliquée parce que c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre et c'est surtout pas à vous de le faire non plus. S'il n'est pas créé, moi, ce que je ferais et que je veux vraiment continuer à travailler avec ce fournisseur, j'enverrai un mail, chose que vous avez très certainement fait pour avoir un écrit, et j'enverrai potentiellement un recommandé, même si ça ne fait pas plaisir, histoire de montrer à la CPR que j'ai fait quelque chose. Mais on pourrait très bien vous reprocher à CPR et juge de ne pas avoir fourni l'ensemble des informations précontractuelles et le DIPA en fait partie. Donc attention. Est-ce que le document d'entrée en relation correspond à la fiche d'information légale? Le problème, c'est qu'en fait, le document d'entrée en relation, de même que la fiche d'information légale, n'a pas de... c'est un wording qu'on utilise, donc tout dépend. Ce qui compte, c'est le contenu. Vous pourriez très bien appeler le document d'entrée en relation par le nom de votre chat, qu'à partir du moment que le contenu soit bon, c'est OK. Donc, comme je ne sais pas ce qu'il y a dans cette fiche d'information légale, je ne peux pas vous répondre avec certitude. Toujours est-il que souvent, c'est le cas. On peut l'appeler document d'entrée en relation, fiche d'information légale. Voilà, peu importe le nom qu'on lui donne.
peu importe le type de produit aussi, on est soumis aux mêmes obligations, y compris pour des contrats affinitaires comme le rachat de franchise ou le vol d'un téléphone, par exemple. La formation n'est pas validante en l'espèce. Euh, Est-ce qu'on peut exercer une autre activité professionnelle en parallèle du courtage d'assurance? Oui, à partir du moment où, si c'est une activité réglementée, je respecte bien les conditions d'accès et les conditions d'exercice. Je pense notamment au courtage en prêt ou à la gestion à la gestion de patrimoine. Je vérifie aussi que mes statuts me permettent bien d'exercer cette autre activité. Est-ce que la CNI, pardon? On va prendre c'est la dernière question, Floriane, et parce que on est en train de dépasser l'horaire et je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais encore une fois, on va prendre les questions auxquelles on n'a pas eu le temps d'apporter des réponses et on va vous revenir avec ces précisions. En tout cas, voilà, je laisse Floriane terminer et puis on va Ok. conclure rapidement. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai vu aussi des choses où où on nous donne des logiciels. Je vais répondre à une question qui finalement répond à beaucoup de choses. Euh, que contient le document d'entrée en relation? Comment on prouve le mode d'envoi des pièces? Tout ça, ça a un rapport en fait toujours une fois avec des éléments de preuve et des éléments d'obligation et d'information et de conseil. On avait 45 minutes, c'est très compliqué, vous imaginez bien, de recenser l'intégralité de vos obligations. C'est même impossible. Sinon, ce serait très simple et tout le monde serait en conformité et on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Ce que contient le document d'entrée en relation, euh, toutes ces réponses-là, vous allez pouvoir les avoir de manière très détaillée dans le livre blanc que je vous invite vraiment à télécharger. Sinon, c'est l'article L500 21-2 du Code des assurances qui précise tous les éléments. Donc là, en gros, concrètement, je prends éléments un par un et je les prends. Et c'est important à ce moment-là de pouvoir tout avoir à ce niveau-là. Pour prouver le mode d'envoi des pièces, ça va un peu avec. Souvent, il y a des clauses de renvoi. Par exemple, on ne fait pas signer les conditions générales, mais dans les CP ou dans la formalisation du devoir de conseil, on fait une clause de renvoi qui dit en gros que le client reconnaît avoir bien reçu et lu bien évidemment les conditions générales, etc. Voilà. Globalement, je pense avoir répondu quand même à la majorité des questions. Les 15 heures, on doit les faire. On n'a pas de certitude sur le fait que quand on prend en cours d'année, est-ce que c'est proratisé ou pas? La réglementation ne nous le dit pas. Et pour finir, la CNI doit être valide. Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout. Merci Floriane, merci à toutes et à tous de votre participation active et de toutes ces questions. On vous revient pour ceux à qui, bien évidemment, je l'ai dit, on n'a pas répondu. Et puis, on vous adresse. J'ai mis dans la discussion le lien pour télécharger le livre blanc via votre espace simplifieur. N'hésitez pas à suivre l'actu de nos deux structures. On essaie régulièrement de partager du contenu qui vous serve dans votre quotidien et puis à contacter vos interlocuteurs habituels pour toute question qui resterait en suspens ou toute envie d'en savoir plus. Je te laisse le mot à la fin, Floriane. Écoutez, merci à vous vraiment et bon appétit. Merci à vous pour votre participation. C'est toujours plus sympa en effet dans un webinaire quand il n'y a pas que des échanges descendants. Et donc, je vous remercie vraiment d'avoir participé et d'avoir posé toutes ces questions qui sont venues enrichir, j'imagine, le propos. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.